Je suis à côté de Catherine Balance. Bonjour. Bonjour. En banlieue parisienne, chez vous, enfin en tout cas dans votre bureau, Oui. il y a un cabinet un peu plus loin, pas pour les toilettes, pas les soins, mais pour... qu'est-ce que vous faites dans le cabinet? Vous faites... Coaching, thérapie. Oui, sur Euh, l'intuition. Coaching sur l'intuition souvent, ou également sur le concept de pensée créatrice, en tout cas, comment je peux, quels outils je peux utiliser pour être mieux au quotidien. Et je travaille pas mal avec l'idée de la formulation, de la reformulation. Et en thérapie, j'utilise des outils comme l'hypnose et également l'EFT. Vous connaissez Non, l'EFT? vous ne m'avez pas hypnotisé là, non. Pas encore. EHT, hypnose ça va, mais... EFT, Emotional Freedom Technique, Non, on technique connaît de pas. libération émotionnelle. On fait du tapping sur Du du tapping, Du du tapping. tapotement, je vais parler français. Oui. On fait du tapotement sur certains points d'acupuncture et ça permet de baisser l'intensité d'émotion quand on est vraiment très perturbé par une émotion. Et Du si on est chagrin, totalement perturbé, de toute façon, ça marche aussi. ça marche aussi. Mon cas, oui. Parfois, trop perturbé, ça demande quand même l'aide d'un psychiatre. Ou faire de la boxe. Vraiment. Voilà, donc je travaille beaucoup sur la gestion du stress, même si j'aime pas trop ce mot. Respiration avant tout, quand même. Respiration, oui, beaucoup. On va parler de tout ça, mais avant tout, on va présenter le livre qui est sorti en avril 2016, Une autre voix que la mienne. Aux éditions Jean-Claude Lattès. J'ai presque peur quand vous le dites. Mais ça fait pas trop peur, ça va, on se Ça pose va. des questions. Pas une enquête, c'est pas un thriller, mais voilà, on se dit qu'est-ce qui se passe. Ces coïncidences étranges, ces voix qui viennent d'ailleurs, enfin plus ou moins interceptées par... Ça rentre dans pas mal de sujets, surtout l'intuition. Donc par d'écoulement, d'où vient la pensée, ce qu'on pense, d'où ça vient. Et la télépathie. Oui, je dirais que je me suis vraiment amusée à imaginer une histoire où la télépathie s'exprimait largement. Le fil rouge Le fil éventuel rouge, et ouais. l'explication de tous ces phénomènes étranges et mystérieux dans ce livre. Donc Catherine Balance, on va déjà commencer par la première question parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Et la première question c'est, votre signe zodiacal, alors c'est la balance? Je l'ai fait, Alors je je suis ne content. m'attendais pas du tout à cette question. Non, pas du tout. Je suis cancer, Bon, ascendant scorpion, donc bon, bah, beaucoup d'accord. d'eau. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affinités avec les balances. Bon. Ça doit être le nom, Oui. j'imagine. Et on voit sur les autres livres que vous avez écrits, mais là c'est pas des romans, on voit dans ces autres livres que bon, l'intuition revient souvent, et puis la télépathie et aussi la pensée créatrice et les coïncidences. Tout ça me fait penser à Jung. Est-ce que vous êtes jungienne? Plutôt, s'il fallait que je sois quelque chose, bien sûr, je suis beaucoup plus attirée par tout le discours de Jung, en particulier parce qu'il a ouvert vers des choses qu'on ne sait pas. Enfin, il a ouvert vers ce qu'il a appelé l'inconscient collectif. Et ce qu'il met dans l'inconscient collectif, en tout cas ce que moi j'ai compris, c'est-à-dire que des informations circulent dans cet endroit et elles sont accessibles à tous via nos inconscients individuels. Et du coup, ça permet la télépathie, ça permet les synchronicités, donc les coïncidences qui ont du sens, ce qui fait la trame de l'histoire de mon roman. Un peu le spiritisme aussi, hein, il y a dans le Avec roman oui, une il y médium, a il y a du spiritisme dans le roman. Et Josette, la médium Josette. Josette Blanche, la médium, oui. Et, Un peu le chamanisme aussi, il y a un à peu de Bali. chamanisme à Bali et de rituels de guérison. Et je repense au livre Ma vie de Jung. Il raconte une histoire qui lui est arrivée, je ne sais plus dans quel pays, c'est un peu loin dans ma mémoire, mais il était avec une amie et en visitant une tombe ou un lieu religieux, il a eu des visions, il a eu des images d'une autre vie, d'un autre moment de cet endroit et il raconte ça dans son livre. Et donc pour lui, il y avait une possibilité de capter des informations d'un autre temps. Donc la notion d'espace-temps était... Il le dit peut-être pas comme ça dans Non, mais je vous ce suis bien. livre-là, mais donc cet aspect-là aussi m'intéresse beaucoup. Je dis pas qu'il est dans le livre, là, par contre, mais ça fait partie des choses que j'ai aimé retrouver chez Jung. Oui, alors l'un de vos maîtres, c'est Jung. Je sais pas si c'est un maître, en fait. L'une des clés, c'est quand même la progression intellectuelle de la chose par Jung, sur la synchronicité et l'inconscient Absolument, collectif. oui. Et le fait d'accéder à des mémoires collectives plus ou moins réelles, finalement, Oui, parce oui, qu'on non, c'est navigue dans le rêve.
c'est une grande référence pour moi. D'autres références? Oui, si je devais parler d'enseignants, en tout cas, qui ont été très importants, eh bien, il y a un genre de fils spirituel de Jung, c'est Guy Corneau. Mhm. C'est-à-dire que lui m'a permis d'entrer davantage dans la philosophie de Jung, finalement, puisque lui est jungien, tout en portant la chose plus loin. Il y a des gens comme Steve Gilligan, mon enseignant en hypnose ericksonienne, qui est un élève direct de Milton Erickson. Donc pour citer direct, c'est-à-dire élève direct, quoi. C'est Milton Erickson qui lui a enseigné. C'est un des disciples de... Je ne sais pas si on peut dire un disciple, mais c'est un des élèves très chanceux qui a eu l'opportunité de travailler pendant 6 années avec lui. Alors vous savez, je suis passionné par l'hypnose, entre autres, mais la méthode Erickson, à force de m'en parler, j'ai déjà oublié ce que c'était. C'est une méthode douce, c'est ça? Alors, celle d'Erickson, c'est une méthode où l'inconscient, il fait des suggestions à l'inconscient du patient et considère que l'inconscient est vraiment intelligent, que le conscient l'est également. C'est plutôt le thérapeute qui donne qui propose des suggestions. Ce que son, pareil, entre guillemets, fils spirituel, Steve Gilligan, nous enseigne aujourd'hui, c'est que l'inconscient et le conscient de notre patient est tout à fait capable de trouver ses propres ressources et sa propre voie de guérison. Je pense qu'Erickson pensait encore que le thérapeute avait une grande importance dans la guérison du patient, ce qui est vrai aussi, hein, c'est une entente, c'est une relation en tout cas entre les deux. Et aujourd'hui, donc ce que dit Steve Gilligan, c'est que ce qu'il pratique et ce qu'il propose, c'est vraiment de faire confiance à l'inconscient de notre patient. Qui va prendre ce qu'il veut. Qui va nous envoyer de l'information et ce qu'il nous demande, c'est nous, thérapeutes, de renvoyer cette information, évidemment sous forme de suggestion, avec notre créativité, avec des résonances qu'on peut transmettre, mais qu'on ne fait que proposer. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout on n'impose pas. Non, on n'impose pas l'autre. Donc l'inconscient ou le conscient prend ce que vous suggérez comme image agréable et après, vous, quand vous voyez ce qui a été pris, vous retravaillez dessus, c'est une sorte d'échange de ping-pong. C'est plutôt ce que le patient va nous donner comme information. Aussi. On s'en sert dans la suggestion. Et si le patient vous balance tout de suite que c'est la réincarnation de Cléopâtre, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez on va lui demander à quoi ça ressemble d'être Cléopâtre, quel est le décor, qu'il nous décrive un petit peu, qu'il nous raconte un petit peu ce qu'il fait. Pourquoi il se sent bien, dans quelles conditions il se sent bien, dans quelle action, quelle couleur, quelle sensation physique. Et on va lui resservir ça au moment où le thérapeute, l'hypnothérapeute, va prendre un moment pour faire ce qu'on appelle l'hypnose, c'est-à-dire parler pendant un certain temps d'un ton un peu tranquille, monocorde, etc. Et va donc resservir au client ou au patient la grande partie des informations qu'il nous a données sous forme à l'état hors transe, à l'état d'éveil ou pendant la transe, mais pour nourrir davantage encore son inconscient. Pour aller plus loin. D'accord, même si on part sur une base fausse, comme la réincarnation de Cléopâtre, tout le monde s'est réincarné en Napoléon ou Cléopâtre. Donc même si on part sur une base fausse du patient, on arrive à donc lui redonner cette base fausse auquel il croit pour qu'il aille mieux. Oui, sauf qu'on ne va pas utiliser ce terme de base fausse parce que le client, on va lui demander quelle est la ressource qui vient à son esprit, à quoi il pense, est-ce qu'il y a un personnage, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'il a connu ou un personnage de l'histoire. Voilà. Et ça, c'est la méthode. Et donc, si Cléopâtre vient, on va s'amuser à aller dans la symbolique de c'est quoi Cléopâtre pour lui. Voilà, mais pour nous, ça sera toujours une information juste. Oui, d'accord. Cette symbolique, simplement. C'est l'essentiel du fonctionnement de l'inconscient, c'est les symboles. On n'a pas tous les mêmes symboles. Moi, si je rêve de papillons et que j'en ai peur, ça ne va pas être une aussi bonne nouvelle symbolique pour mon inconscient que le vôtre si vous aimez les papillons. Vous voyez ce que je veux dire, hein? D'où les dictionnaires des rêves, ça ne sert à rien, quoi. Chacun a son symbole particulier. Il y a un archétype, d'accord, mais quand même, on se trompe. Bon, moi, je pense que c'est intéressant, justement, pour les archétypes, et un certain nombre de références symboliques de base qui sont attachées. Si vous prenez le dictionnaire des symboles, il est vraiment intéressant parce qu'il amène toutes les interprétations du terme au travers des ans, de l'histoire. Ouais. Donc il est intéressant. Moi, en atelier, par exemple, je travaille pas mal avec les symboles et j'invite toujours mes participants à laisser venir un symbole. On est toujours sur la base de tout laisser venir intuitivement, de ne pas réfléchir. Par exemple, je ne sais pas, moi, le mot livre, eh bien, si quelqu'un dit le mot livre et que c'est peut-être pas le meilleur choix d'exemple que je prends là en disant le mot livre, mais le mot livre, c'est quoi pour
telle personne, c'est quoi pour telle autre, c'est quoi pour telle autre. Et je demande aux personnes d'écrire 7 ou 8 mots associés sans réfléchir au mot livre. Alors, le mot qui me vient aussi, c'est le mot respect. Je me souviens avoir fait ça dans un atelier. Quelqu'un ne s'était pas senti respecté pour une raison. Quelqu'un lui avait marché sur le pied dans le métro et pour elle, c'était insupportable. Donc, j'avais demandé à tous les participants, c'est quoi pour vous le manque de respect ? Le mot respect, c'est quoi pour vous ? Et vous ne réfléchissez pas. Eh bien, il y avait très peu de personnes pour qui se faire marcher sur le pied dans le métro était une équivalence à une forme de non-respect. Ils voyaient ça plus comme quelque chose d'accidentel. Donc vous demandez... Un manque d'attention, mais pas forcément un manque de respect. Vous demandez à vos patients en atelier de définir leurs symboles, comment ils les perçoivent, et après, c'est pour aller mieux. Ces ateliers, c'est pourquoi ? C'est pour se comprendre mieux ? Déjà pour exprimer ça, et puis aussi pour voir que le monde est grand et que nous sommes nombreux, et que nous avons tous des visions différentes des choses, même si nous avons un vocabulaire commun. Catherine Balance, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais, voilà. Les symboles sont différents, et puis rien n'est grave, allez, rien n'est grave. Quand on lit votre livre, on s'aperçoit que parce qu'il faut quand même qu'on en parle de votre livre. Dites donc, alors, votre attaché de presse, il va être furieux, puis l'éditeur aussi. Jean-Claude Lattès, donc. Catherine Balance. Personne ne va être furieux, mais c'est un super... C'est un super livre. C'est un super livre. Et c'est pas l'auteur qui est obligé de le dire. C'est pas l'auteur qui le dit. Une autre voix que la mienne. Dans ce livre, je voudrais pas déflorer toute l'histoire parce que bon voilà, il y a un happening, alors donc voilà, je rentre pas trop dans les personnages, mais on va quand même terminer avec Erikson et puis parler un petit peu des personnages du livre. Toute la trame, donc disions-nous, dans ce livre, c'est quand même la télépathie, c'est l'inconscient et c'est l'intuition qui se promène, mais on ne sait pas où la situer. Il y a un peu de spiritisme, disais-je, avec la médium Josette. D'où ça vient ? Est-ce que c'est des morts de l'au-delà ou est-ce que c'est des personnes qui font une projection de morts de l'au-delà ? On retombe sur Cléopâtre pour tel patient qui croit être la réincarnation. On reste dans le flou, mais néanmoins, il y a des informations qui circulent. Bon, on en est là. Hein. L'intuition, c'est capter des informations qui circulent et on tombe encore sur Jung avec cette affaire. Bon, c'est bien sorti sur la synthèse, là, du coup. Erikson, on est d'accord ? C'est pas de l'hypnose de spectacle à la Mesmer. Non. Vous mettez en hypnose tout le monde avec la technique du pouce et puis au bout d'un moment ça fatigue, c'est ça, hein, enfin c'est tout doux quand même. Non, Erikson, c'était Erikson et aujourd'hui ce qu'on pratique davantage en hypnose ericksonienne, c'est ce que je vous disais à l'instant. Sur le fait qu'on va vraiment être à l'écoute des informations qui nous sont apportées. D'accord, mais quand vous mettez sous hypnose, il y a un moment où vous m'avez dit que vous mettiez sous hypnose, c'est normal. Vous le faites comment ? Alors, c'est plutôt... Juste en ton monocorde et au bout d'une demi-heure, tout le monde s'endort parce que... Non, ça peut aller plus vite que ça. Oui. Vous ne faites pas avec magnétisme. Non, enfin, bien qu'il y ait toujours un peu de ça, hein, puisque nous sommes tous magnétiques. Hein, il y a vraiment des choses qui émanent de chacun d'entre nous. Non, ma façon à moi de le faire, c'est plutôt en proposant de descendre profondément en relaxation. Donc, ça va être s'intéresser à la respiration, détendre vraiment un départ comme avec une cassette de relaxation. Je comprends. Donc, c'est une sorte d'auto-hypnose. Vous êtes une accompagnatrice pour que le patient de lui-même se mette dans un état modifié de conscience. Oui, enfin, il vous dirait certainement que c'est parce que je les guide qu'ils y vont aussi facilement. Mais oui, l'auto-hypnose ou l'hypnose, c'est très proche. De toute façon, l'idée, c'est d'être dans un état suffisamment profond où on a moins de pensées polluantes et où on est plus en contact du coup avec son inconscient et son intuition. Voilà, très bien. La période Erikson, c'est fini. Au revoir. Au revoir, c'est fait. Maintenant, donc, on arrive sur l'un des chapitres, enfin... Tous ces chapitres sont ordonnancés d'une façon intelligente. Bravo, l'auteur. Parce qu'on part sur tel personnage, et puis après, on a l'autre. Et puis, il y a des personnages plus ou moins fictif, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort, mais est-ce qu'il communique vraiment ? Est-ce que c'est vraiment lui ? On reste un petit peu dans le flou, et puis plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit qu'on se quitte, on se retrouve, le temps passe, mais néanmoins, la chose continue d'avancer. C'est flou, hein, ce que je raconte, mais c'est passionnant dans ce livre. C'est comme ça qu'on voit qu'en filigrane, il y a toujours l'esprit, la pensée qui circule. Donc bon, quand je vois les autres titres de livres que vous avez écrits, la pensée créatrice et puis être intuitif ou l'intuition ou la voie de l'intuition, je comprends que vous avez fait une recherche sur ce qu'on capte, ce que notre cerveau, ce que notre être capte pour ensuite diffuser ou entendre. Est-ce que c'est clair ma question ? Oui, on capte. Qu'est-ce qu'on capte ? Qu'est-ce que l'intuition ? Oui. J'ai plus expérimenté que fait une recherche. Oui.
j'ai expérimenté en imaginant des exercices pour développer l'intuition. Est-ce que je peux capter plus ou est-ce que l'intuition c'est quelque chose de magique entre guillemets ou une forme d'inspiration, de grâce divine qui me tombe dessus au moment où j'ai besoin d'avoir une information sur un sujet qui m'importe. Et je me suis rendu compte que, et maintenant on sait que ça se confirme avec les études sur la plasticité du cerveau, mais je me suis rendu compte, parce que ça fait une quinzaine d'années à peu près que j'anime des ateliers d'entraînement, de développement à l'intuition, que plus on exerce cette intuition, donc souvent par des exercices de devinette, des petites choses absurdes à faire, irrationnelles, et plus on reçoit des intuitions un peu sur commande. Si demain j'ai une décision importante à prendre et que je n'arrive pas à la prendre, j'ai plusieurs exercices pour faire fonctionner l'intuition. Pour faire fonctionner l'intuition, pour voir dans toutes les réponses que j'ai, laquelle est la plus intuitive. D'accord. On rentre dans la conscience collective de Jung ou on rentre dans le spiritisme avec des esprits ou des anges gardiens ou des êtres de lumière qui vont vous donner des infos? Alors non, moi effectivement je ne rentre pas dans le spiritisme. Je me suis amusée à faire ça quand j'avais 16 ans. Oui. Toute seule? Non, avec des copains, des copines de l'époque. Vous avez tourné les verres autour des lettres? Ça a marché. Eh bien oui. Et qu'est-ce que ça a eu comme réponse, comme conséquence? Ça a marché pour des petites choses qui n'avaient pas trop d'importance. Je me souviens qui auraient pu en avoir, mais je me souviens qu'on voulait régulièrement gagner de l'argent avec le verre. Donc on lui demandait, les chiffres du loto. On lui demandait le tiercé. Le chiffre du loto, non, mais le tiercé. Et le verre nous répondait invariablement, non, vous ne gagnerez pas d'argent avec ce jeu, avec ce que vous faites avec nous. Par contre, on va vous donner des indices. Et il nous avait donné 3 numéros. Et on les a tous joués, bien sûr, je crois que c'était le samedi suivant, on les a tous joués. Et en fait, les 3 numéros qu'il nous avait donnés, mais ça va avoir l'air fou ce que je vous raconte, hein, il y avait eu en fait il y avait eu un gagnant, il y avait eu un deuxième, et il avait fallu faire une photo pour départager le troisième, et il y avait 3 chevaux en 3e position sur la ligne d'arrivée, et c'était les 3 numéros qui nous avaient été donnés. Alors, je dois dire que ça m'avait... C'est troublant, parce que coïncidence, quand même... C'était quand même assez énorme, oui. Ouais. C'était même très énorme. On avait fait des expériences comme ça, par exemple, un jour... Et il y avait tout le temps des gens qui venaient nous visiter en pleine séance, donc il n'y avait pas question d'être trop concentré. Des gens, des esprits, oui. Non, des amis. Des copains qui venaient, en disant, on va voir encore ce qui se passe là, et on va voir que ça ne marche pas, surtout. Oui. J'avais beaucoup de sceptiques. On n'avait que 16 ans, 15-16 ans, mais il y avait énormément de sceptiques dans mes amis, enfin quelques-uns en tout cas. Et donc, quelqu'un entrait, puis disait quel est mon poids, ma taille? Et le verre nous le donnait tout de suite. Et ça sortait tout de suite. Ça sortait tout de suite. Alors, vous l'expliquiez comment, puisque vous n'êtes pas branché être spirituel ou... Télépathie, je dirais. Je pense qu'on captait certainement beaucoup d'informations. Et je pense que la télépathie... Bon, alors, c'est pas un terme qui est utilisé forcément scientifiquement aujourd'hui, le terme télépathie, mais je le dis pour simplifier la compréhension. D'accord. Donc, télépathie, c'est 2 cerveaux qui communiquent. Je pense que la personne qui entre et qui connaît son poids, sa taille, peut nous communiquer immédiatement... de façon télépathique l'information. Maintenant que le verre bouge pour le faire, alors là ça... Télékinésie. Ouais, mais là ça veut dire qu'on était sacrément doués, alors qu'on faisait ça par jeu, c'était les premières fois... moi ça m'a beaucoup... je l'ai fait que l'été de mes 16 ans, je n'ai jamais recommencé ça après. C'est bizarre, ça. Pourquoi ça s'est mal terminé? Non, pas du tout. Raison de plus, pourquoi vous n'avez pas continué dans ce chemin-là pour comprendre l'intuition? C'était une curiosité que j'ai dû probablement satisfaire pendant cet été-là. Oui. Mais là, vous en avez conclu que donc, c'est un moyen de faire travailler d'une façon hypnotique ce qu'on a en nous et de ne pas avoir un contact avec l'au-delà. Pas hypnotique, mais c'est une manière intuitive d'entrer en contact avec de l'information. Oui, moi je pensais à l'époque que c'était un contact avec l'au-delà. Mais maintenant vous en avez conclu que c'est pas un contact avec l'au-delà, c'est en nous-mêmes ou avec l'autre qui fait la bravade pour savoir... Non, j'en sais rien. Pas de conclusion. Non, pas de conclusion. Dans le livre, c'est un peu flou aussi. Dans le livre, on ne sait pas trop si... Il y a une héroïne, elle est morte. Et elle donne des infos à l'autre héroïne. Bon, et après, on ne sait pas trop si la vivante... Je ne veux pas déflorer l'histoire, mais on ne sait pas trop si elle a créé les informations de cette morte qui était vraiment morte ou si elle capte vraiment une morte. On ne sait pas trop. C'est un petit peu... Alors, on ne sait pas trop pendant une bonne partie du livre, mais moi, à la fin, quand je fais ma conclusion, je sais, j'ai tranché.
Moi, Oui. l'auteur, je veux Oui. dire, à la fin du livre, je sais exactement ce qui s'est passé. Oui. Enfin, c'est une proposition que je fais qui n'est pas du tout Qui prouvée est scientifiquement télépathie. non plus, qui est télépathie, et puis ça va au-delà de ça. Et là, par contre, ça donnerait une grosse information pour le lecteur qui n'est pas allé jusqu'au bout. Euh, Est-ce que c'est donc... En fait, il y a une chose qui peut être dite, puisqu'elle se trouve sur la 4e de couverture, c'est que donc l'histoire, c'est une lectrice qui trouve des éléments troublants de sa vie, qui retrouve des éléments troublants de sa vie dans les livres d'un auteur. Et elle commence à en faire presque une obsession, elle en voit partout. Alors on ne sait pas si c'est obsessionnel juste ou si c'est vraiment la réalité, mais on voit bien quand même qu'il y a quelques événements qui sont particulièrement troublants. Et à partir de là, il va arriver un certain nombre de choses à cette lectrice, un certain nombre de choses aussi à cet auteur qui, lui, va se retrouver à un moment donné à entendre une voix qui se manifeste chez lui pendant qu'il écrit. Oui. Et c'est cette voix dont on ne sait pas si elle est une voix de l'au-delà ou si elle est une voix qui se serait matérialisée par l'opération du Saint-Esprit. On ne sait pas. Ou autre. Ou autre, parce que ça pourrait être la voix envoyée par justement l'héroïne qui capte autre chose. On ne sait pas. Ou on pourrait même aller, quand on lit votre livre, on pense à ça, que la pensée est tellement créatrice qu'il a lui-même, l'auteur, créé la possibilité d'un esprit, finalement, à travers son héroïne. Oui, et que lui aussi divague un peu quelque part. Effectivement, donc il y a une réponse et c'est à la fin. Et donc je ne la donnerai pas aujourd'hui. Mais j'ai pris parti. J'ai pris parti pour une direction dans tout ce qu'on vient d'évoquer. Plus rationnelle. Oui. Oui. Dans le livre, il y a un passage donc où les rationnel, je suis pas sûre. Excusez-moi, je suis pas sûre. Mais vous avez sur l'évasion, c'est le plus rationnel. D'accord. Alors plus rationnel, mais ça implique quand même des capacités de notre cerveau à réaliser des choses qui sont pas encore, en tout cas formellement reconnues, on va dire. Voilà. Donc mais c'est ce que vous pensez vous. Oui, et puis c'est ce que j'ai eu envie de penser en termes de fiction, de choses romancées, c'est-à-dire, je ne l'affirme pas comme si c'est une vérité, non, mais c'est vraiment, moteur, c'est vraiment une proposition pour rêver en tant que lecteur. Il pourrait y avoir un deuxième tome. J'en ai très envie. Est-ce que ça peut continuer cette affaire? Oui. Bon, suspense. On verra. À un moment, l'héroïne se promène grâce à son travail à Bali et rencontre un chaman, un vieux guérisseur. Oui. Et là, expérience étrange et mystérieuse. Et le guérisseur la touche et puis pof, elle est partie. Alors, ça, vous l'avez vécu aussi? J'ai l'impression que vous êtes parti par là. Ça sent le vécu, ça sent le voyage là-bas. Alors là aussi, tout ce qui se passe à Bali, les 3/4 des choses sont vraies en termes de ressenti, de paysage, de description. Est-ce que vous êtes parti là-bas? J'y vais chaque fois que je peux, en fait. Donc depuis quelques années, c'est une fois par an. C'est vraiment une... Et le guérisseur, vous l'avez rencontré Oui, alors ce monsieur, Alors, il y a un guérisseur dont je parle et il y a une chamane. Et j'ai mélangé plusieurs rituels qui se trouvent à différents lieux de l'île pour recentrer, pour concentrer toutes ces expériences avec mon histoire, avec le fil de l'histoire. Donc, des personnes qui iraient à Bali en se demandant s'ils vont trouver un guérisseur qui fait faire tout ce que Maud va faire... Pas forcément. Oui, c'est du condensé. C'est du condensé et en un seul mot, condensé. C'est du condensé, évidemment, en un seul mot. Et le guérisseur, ce vieux monsieur dont je parle, il existe. Il y a quelques agences de voyage à Bali qui proposent d'emmener le voir. Ouais. Il commence à avoir un certain âge, mais il continue. Et il est tout à fait impressionnant. Alors... c'est pas qu'il touche et qu'on parte ailleurs, c'est que ça c'est la tradition de guérison balinaise, on trouve ça chez d'autres guérisseurs à Bali. Il a des petits crayons de bois, enfin ça ressemble à des petits crayons de bois, des petits bouts de bois qu'il va presser sur les orteils pour faire ses diagnostics. Et comme c'est rare qu'on soit en parfait état de marche, même si on n'a pas du tout une mauvaise santé, ça peut faire extrêmement mal. Donc mon héroïne, à un moment donné, il lui fait ce diagnostic et tout le monde, ses compagnons de voyage et elle, hurlent parce que ça fait extrêmement mal pendant quelques secondes. Et elle a l'impression qu'elle va s'évanouir, qu'elle va partir. Et c'est pour ça peut-être que vous avez retenu qu'elle partait quelque part. Elle a presque l'impression qu'elle va... ou s'évanouir ou sortir de son corps, je ne sais pas, ça lui fait vraiment un effet énorme. Mais en fait, ce n'est que le diagnostic au petit bâton. Et après, le guérisseur fait des incantations, il fait toutes sortes de rituels à lui. Oui. Parfois, il dessine au feutre des choses sur le corps. Et ensuite, tout ça prend 2-3 minutes. Et ensuite, il repasse ses petits bouts de bois et plus personne n'a mal nulle part.
Ça, c'est du guérisseur. Vous Ça, l'avez c'est du vécu, guérisseur. ça, Catherine Oui, ça, je Balance? l'ai vécu. Je l'ai Vous vraiment... aviez un mal particulier Non, j'y suis allée par curiosité, en plus. comme à 16 ans Et donc, avec les il vous vers. a mis ces petits bâtons, ça a fait mal. Oui, oui, très, Et très, donc, très. quand il a arrêté, ça allait mieux. Oui, ça dure très peu de temps, Non, hein. mais si c'est... C'est quelques secondes, hein, l'histoire des bâtons. D'accord, mais excusez-moi, mais je comprends pas. Oui, quand il arrête la Si vous- pression, ça fait plus mal, on est Ben d'accord. oui, Ça, donc, c'est normal. oui, Mais ensuite, il fait 2-3 minutes de rituel oui, et il reprend ses petits bâtons, il réappuie de ça la fait même plus mal. façon et ça ne fait D'accord. plus mal. Bah, peut-être que le corps s'est habitué à la douleur. Ça doit être ça. Non, mais ça, il vous a pas soigné que ça. Vous me cachez quelque chose. Quand vous avez testé le guérisseur, vous, Catherine Balance, il s'est passé quelque chose. On sort du livre, hein, mais il n'y a pas eu que les petits bâtons. Par curiosité, vous avez ressenti autre chose. Moi, je sens que vous êtes ouvert aux mémoires akashiques ou je ne sais quoi d'autre. Enfin, vous êtes parti dans des voluptes incroyables d'esprit. Et, Alors, non? non, enfin, avec ce guérisseur, j'ai vécu l'expérience avec intensité. Euh, C'était une voie, une porte ouverte pour autre chose encore plus fort à Bali? Probablement, j'étais en tout cas... Il lui a vu des choses, il m'a dit des choses, en particulier sur mon intuition. Euh, donc il a appelé une très grande sensibilité. Mais bon, là où j'ai eu l'impression d'entrer un peu dans une dimension différente, et là où je n'étais jamais allée, c'est lors il y a un endroit à Bali où on va passer de l'eau sous des fontaines. Il y a 13 ou 14 fontaines. On passe sa tête sous des fontaines dans un bassin. Et là, j'ai eu une expérience, je ne sais pas trop raconter, mais j'ai eu une expérience extrêmement puissante avec la sensation que, oui, c'est un peu ce que je raconte dans le livre. Pour mon héroïne, oui, j'ai l'impression d'ouvrir une porte sur une autre vision. Conscience. C'est à la 14e fontaine que ça se Non, passe? ça s'est passé à la 3e ou à la 4e. Vous avez Oui. continué les autres fontaines? Ben, j'ai continué parce que c'est le rituel, c'est de D'accord. faire toutes les fontaines. Oui, alors naturellement, l'Indonésie, c'est plein de volcans. D'ailleurs, tiens, non mais c'est vrai, c'est des eaux chaudes aussi, quoi. Enfin, c'est bien. Je suis tombé dans ma bibliothèque immense sur un livre de Mariottine et d'Alban Bensa, un vieux bouquin chez Robert Laffont. C'est un cadeau? Le sacré à Java et à Bali, chamanisme, sorcellerie et trance. Vous feriez le même titre, vous, pour vos voyages à Bali? Ou c'était un petit peu du sensationnel chez Robert Laffont et maintenant il faut se calmer sur la sorcellerie? Bon, la sorcellerie en tant que telle, ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, c'est pas un sujet vers lequel je vais spontanément. La transe à Bali, bah, Erickson y est allé, lui aussi à Bali, dans les années 50, je crois. Et, effectivement, j'ai assisté. Alors là, bon, le monsieur dont je vous ai parlé, c'est un guérisseur. J'ai assisté chez une chamane à la transe balinaise que Erickson avait pu voir dans son premier voyage. C'est-à-dire, c'est une femme qui danse. Et les gens dansent autour d'elle, et là, ils tombent en transe. Et ils peuvent devenir l'âme d'un animal, ou... enfin, Oui, on rentre en transe. ils rentrent en transe, mais une transe où vraiment, on ne sait pas s'ils ont le contrôle. Ils ne donnent pas l'impression... Un peu Possession. mesmer, quoi. Ils ne donnent pas l'impression d'être en Eux-mêmes. conscience de ce qui se passe. Oui. Et ça, un peu comme on prend l'ayahuasca et qu'on a l'esprit de la plante ou l'esprit du léopard. Oui. C'est ça, probablement. En tout cas, ça, j'ai assisté, Ça, vous avez assisté à ça. à un Et vous en rituel de avez ce déduit genre. avec votre intelligence profonde, vous en avez déduit que c'est encore une fois dans notre inconscient propre et éventuellement un inconscient collectif que ça se génère. Ce n'est pas des esprits, des personnes mortes ou le léopard mort qui rentrent vraiment dans le J'en corps sais de... rien, en fait. J'ai pas réfléchi à ça. Moi, j'ai été vraiment Parce que vous voyez, oui, vous oscillez un petit peu entre le concept intellectuel de la pensée et quand même l'au-delà qui pourrait exister. Oui, Vous avez fait du spiritisme, vous laissez tomber, mais néanmoins... j'ai fait l'été de mes 16 ans, hein, Oui. c'est-à-dire C'est quelques pas mois péché, dans ma vie. c'est pas péché. Quelques mois dans ma vie. Non, mais ce que je veux dire, je le vois comme une expérience, comme j'ai eu des tas d'autres expériences. Ce Mais qui voyez, se vous êtes passe à entre les Bali, deux. Là, à Bali, c'est un peu, on peut voir Non, comme mais de la sorcellerie et on peut voir comme Ah de la oui, possession d'esprit, alors que ça se trouve ah oui, c'est-à-dire dans la tête. je l'appellerai pas comme ça, effectivement. Ouais. Non, pour moi, c'est une expérience de transe. Alors moi, hypnothérapeute, c'est une expérience de transe super intéressante à voir. Imaginez que les personnes qui sont là en train de danser, les imaginer possédées par l'esprit de quelque chose
j'avais pas vu ça comme ça, mais j'imaginais que oui, ils captaient quelque chose de l'inconscient collectif, en tout cas, ou de leur culture, Hum. mais je n'ai pas analysé ça. L'animisme, hein, finalement, c'est C'est ça. de la... Oui, probablement. Ouais. Puis c'est un Mais vous pays l'avez pas amusé où comme ça. il y a de l'animisme. Non, j'ai pas analysé en fait. Si vous voulez, c'est comme chez le guérisseur. Moi, je me suis laissée porter par ce que j'ai vécu. Je n'ai pas cherché à en tirer une conclusion ou quoi que ce soit. Pour moi, un guérisseur, c'est un guérisseur. Il guérit. Donc pour moi, c'est déjà du magique normal, si vous voulez. Dans ma conception des choses. Oui. Il y a des guérisseurs en France aussi. Je n'ai aucun problème à aller voir un guérisseur pour le moindre bobo. Donc pour moi, c'est un métier comme un autre. Simplement, ce monsieur-là, il le fait d'une façon assez spectaculaire, tout en étant extrêmement humble et sympa. Et effectivement, l'expérience chamanique est probablement animiste. Je ne l'ai même pas étiquetée, j'ai même pas mis des mots Non. là-dessus. Je sais juste que cette femme est une chamane, alors que je sais aussi que je suis allée faire des rituels chez des prêtres ou des prêtresses. Donc chacun a... Des prêtres et des prêtresses, mais n'est pas pas prêtre ou catholiques. non, hindouiste, Ah oui, n'est pas prêtre ou prêtre. D'abord, c'est ça qui est intéressant de voir à Bali, il y a des femmes prêtres, donc des prêtresses. Sans, bon, hindouistes, hein, vous me disiez, hein, des prêtres et des... normalement, oui, ils Oui. sont hindouistes. Normalement, si je ne me trompe pas, moi, dans mon souvenir, mais normalement, oui. Et donc, je peux simplement dire, j'ai vu un guérisseur, j'ai vu une prêtresse ou j'ai vu une chamane. Et qu'il y a eu des conséquences. Parce qu'on m'a amené là en me disant, tu vas voir une prêtresse, une D'accord, mais chamane ou un il y a guérisseur. eu un plus après. Et qu'il y a effectivement des modifications de l'état de conscience. Oui. Alors que j'ai vécu à chaque Donc endroit. ce n'est pas anodin. Non, non, c'est pas anodin. Vous ressortez plus enrichi, Oui, ou transformé en tout cas, oui, et puis après ce passage. transformé sans doute, enrichi bien sûr, c'est une expérience supplémentaire effectivement probablement de manière de pratiquer une transe, une forme de transe. Si on va plus loin de la transe, Oui. c'est quoi? C'est donc pas les esprits? C'est de l'hypnose? La Parce qu'il y a transe, pas mal de guérisseurs qui sont hypnotiseurs aussi. les Américains parlent plutôt de transe. Nous, en France, on préfère utiliser le mot hypnose, mais en fait, c'est lié. l'idée qu'on est dans un état. Moi, j'ai envie de dire de relaxation, un état profond de relaxation. Mais ce n'est pas que de la relaxation, c'est un état de contact à soi, un état intérieur où on est en connexion rapide avec son intuition, avec son inconscient, avec ses ressources, on est dans un endroit où vraiment on a accès à ce qui fait du bien. Oui, mais c'est aussi nos rêves. Ça, bien sûr. Et les rêves, il y a des cauchemars, ça ne nous fait pas forcément du bien aussi. Alors, si un cauchemar, ou si comme tout à l'heure vous disiez, je ne me rappelle plus, vous disiez si ça arrive, le papillon, si moi j'ai peur du papillon, on l'accueille en hypnose. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit mauvais, tout est bon. D'accord, donc même les cauchemars enfants, ça fait du bien à l'enfant parce qu'il éjecte ses peurs de monstres ou d'araignées ou je ne sais quoi, c'est Alors, ça? c'est pas tout à fait pareil. Certainement que pour l'inconscient de l'enfant, c'est important s'il les vit, en tout cas qu'il puisse les raconter, ses rêves au réveil, qu'il puisse les exprimer. Oui. Il y a des rêves qui peuvent être traumatisants ou qui peuvent révéler un traumatisme, et c'est toujours important de s'occuper de ce genre de rêve. Mais lorsqu'on est en hypnose, donc en tout cas dans une formule thérapeutique ou de pratique, donc on aborde un sujet, si une résonance va être désagréable, par exemple, le patient va dire ben là, je vois arriver mon oncle ou mon grand-père ou ma mère. Oui, puis je l'aimais pas. Et puis, on n'a eu que des relations conflictuelles, etc. Donc, on va travailler avec cette matière. Et on va lui demander si c'est possible d'envisager de faire rentrer... un petit peu ou Non, on ne va pas suggérer ça, mais de faire rentrer ça dans le... On va essayer de ne pas trop... donner d'indications au patient. On va lui demander simplement est-ce qu'il y a une façon de l'accueillir. Est-ce qu'il y a quelqu'un, dans les gens que tu aimes particulièrement, qui pourrait venir aider cette personne à être accueillie plus facilement dans ton monde, dans ton intériorité? Est-ce que je me trompe si vous aidez ce patient de continuer son rêve ou son blocage, enfin tout ce qui peut se passer dans l'inconscient, grâce à vous, vous guidez un petit peu les cheminements et les façons de fonctionner de l'inconscient pour que ça aille mieux? Et est-ce que je me trompe en disant que finalement, on ferait mieux d'apprendre à véritablement bien s'endormir, et pas devant la télé, par exemple, ou encore moins sur Internet, et de laisser son propre corps et son propre cerveau, pendant le sommeil, se régénérer et faire le tri? Est-ce que c'est pas mieux, finalement, que de dormir soi-même? Parce qu'effectivement, quand on se réveille le matin, tout est beaucoup plus net que le soir, vous voyez? Oui, mais on voit et les rêves, c'est pour ça aussi, on évacue.
c'est pas que ça serait mieux, c'est une façon de se ressourcer. Oui. C'est comme j'imagine dans mon roman que le coma va renouveler, va apaiser des choses qui étaient perturbées Parce que avant. l'héroïne, à un moment, elle tombe dans le coma. Elle tombe dans une perte de conscience. Et donc, quand elle va se réveiller, il y a des choses qui vont mieux. Il y a quelque chose qui s'est régulé. Alors oui, le sommeil est réparateur, c'est ce qu'on dit. Simplement, quand il y a des traumas importants, ça vaut la peine quand même de consulter. Passer par les... Oui. Et l'hypnose permet de pacifier. Moi, si je devais résumer, je dirais l'hypnose permet de pacifier et aussi de contacter vraiment des ressources que nous avons déjà à l'intérieur de nous, mais auxquelles nous ne pensons pas toujours. Et bon, ça, c'est ce que permet l'hypnose. Le EFT, en ce qui concerne le trauma et toutes les choses qui font peur, c'est génial parce que... Alors là, c'est vraiment magique. Il y a un mot en français pour le EFT ? Oui, technique de libération des émotions. Technique de libération des émotions. Libérons-nous des émotions qui nous perturbent, évidemment. Oui, mais gardons les bonnes aussi, bien sûr. Sachons faire le tri. On garde tout. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de dire je suis en colère, c'est affreux d'être en colère, je jette la colère. L'idée, c'est de dire, ok, là, la colère, elle m'a prise. Elle m'a fait faire quelque chose presque contre mon gré. Parce que souvent, les personnes qui se mettent en colère, souvent, pas toujours, n'aiment pas cette remise en colère. Donc, la colère est venue me prendre. Je me suis fait prendre par ma colère. Maintenant, si je travaille ma colère en l'accueillant, en lui faisant vivre d'autres choses, soit par l'hypnose, soit par le tapotement. Ou les tapotement. Non, le doux tapotement. On va en faire une alliée. D'accord. C'est-à-dire qu'on va garder l'énergie, cette énergie formidable de la colère. Est-ce qu'on irait jusqu'à personnifier la colère, comme dans le film de Disney, de Pixar, vous savez, on peut, si on veut. Où ils ont personnifié les différentes émotions pour se soigner. Il est super ce film pour ça, pour vraiment bien comprendre que toutes les émotions sont utiles. On peut aller jusque-là. Et on peut personnifier les émotions et on peut aussi personnifier les esprits. Pour aller mieux, on peut même se dire, si je suis aussi irascible ou si je coupe autant la parole des personnes qui ont la gentillesse de m'accueillir chez eux, c'est peut-être que j'ai un esprit d'un guillotineur pendant la Révolution, qui coupe tout le temps. Et donc, si c'est faux, encore une fois, si c'est faux, c'est pas grave, parce que si j'arrive à projeter sous ce bouc émissaire mon problème, après, j'arrive à l'accepter et l'évincer. Alors, on touche beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, et moi, je crois d'abord qu'il y a une question de croyance personnelle. Est-ce qu'on peut être possédé par un esprit, une âme ou est-ce qu'on peut être informé? Mais si on est possédé, habité et que ça nous fait nous mettre en colère, qu'est-ce que ça dit de nous? C'est ça qui va m'intéresser, moi. C'est pas tellement de savoir si c'est une réalité, encore que c'est intéressant à concevoir, mais c'est vraiment qu'est-ce que ça m'apprend de moi. Je pense qu'en tout cas, si cette réalité existe, si nous pouvons être possédés, comme effectivement, j'avais pas vu ça à Bali, mais comme les personnes qui tout d'un coup prennent quelque chose d'un animal. Est-ce qu'il y a une fragilité en moi qui ouvre à ça, ou est-ce que je peux renforcer quelque chose intérieurement qui va simplement me protéger, pas me fermer à ça, mais me protéger de ça? Est-ce que j'ai envie d'être habité par un esprit, si ça vraiment... Est-ce que je m'auto-hypnose pas? Est-ce que je m'auto-envoûte pas? Est-ce que je ne crois pas non plus? Est-ce que je suis facilement influençable? Voilà. Il y a beaucoup de choses à regarder. Beaucoup de choses, oui. Mais il faut mettre tout sur la table, mais on n'a pas le temps. Mais effectivement, il ne faut pas tout de suite se dire, oh là, réincarnation, les esprits existent par conclusion. Vous en êtes là, le verre a tourné quand vous aviez 16 ans, mais vous n'en avez pas déduit que c'était des esprits qui vous parlaient. Il peut y avoir... Mais j'avais envie de ça. Mais vous auriez dû continuer le protocole et demander à quelqu'un de mettre sous enveloppe des informations ou une photo, que cette personne ne soit plus du tout là, ou l'assassiner, bref, elle n'est plus là, et d'essayer de voir si la télépathie pouvait encore influencer ou pas dans la réponse des esprits. Non, mais on a fait des choses comme ça. Par exemple, il y a 2 personnes qui sont parties dans une autre pièce et à qui on a demandé de penser à un mot. Oui. Et puis pendant qu'ils étaient dans l'autre pièce, nous, on a fait tourner le verre et le verre a poussé les lettres du mot aviation. Oui. Donc tout le groupe dans la pièce avait ça. Donc les personnes sont revenues et nous ont dit le mot auquel nous avons pensé, c'est aviation. Donc, mais ça, c'est encore un très bel exemple de télépathie. On peut, si on veut, vraiment l'expliquer de cette manière. C'est pas forcément un esprit qui est venu nous renseigner. Est-ce que vous avez essayé? C'est bien, vous devriez continuer là-dessus. Je ne devrais rien, parce que les devoirs et les il faut, ce sont des obligations, et moi j'aime la liberté. Je vous suggère. Ah oui, c'est mieux. C'est bien de me reprendre dans mes formulations un peu trop. Je vous suggère de continuer là-dessus, Milady. Pourquoi pas prendre un dé?
le secouer dans un godet, Oui. ne pas savoir où est tombée la bonne face, Oui. et demander à l'esprit où est la bonne face, et après ouvrir le dé. Un petit peu comme le loto, hein, Pourquoi finalement. pas, mais Là, vous auriez vous eu le pouvez même le demander résultat. à l'esprit ou le demander à votre intuition. Il n'y aurait pas de télépathie, là. Oui, oui, je comprends. Encore que, Bah non. et c'est Poincaré, je crois, qui disait ça, on ne sait, qu'est-ce qui bouge la main de telle façon pour que le dé tombe à tel endroit? Oh, dites donc, si vous avez le godet en plus, Et quand même dans le même. godet, Faut même pas dans le godet. chipoter. À Mais propos de godet, il non, faudrait peut-être prendre quelque chose à boire. C'est la fin de l'entretien, Catherine Balance. Mais alors, le mais je sais livre. pas, moi on peut rester plusieurs heures, hein, Ah ça ne bah, pose pas de problème. je vois bien, mais les caméras chauffent. Les sujets sont vastes. Je pense qu'on se retrouvera très prochainement, peut-être pour le plaisir. tome 2, ou peut-être pour parler plus profondément de l'un de vos livres aussi. Alors, je les cite quand même parce qu'il y en a 2-3 qui sont en rupture de stock, mais néanmoins, ça veut dire un petit peu votre parcours intellectuel. Oui. La pensée créatrice, être intuitif, ces étranges coïncidences, le rendez-vous intérieur, l'intuition de nouveau, la voix de l'intuition, et puis donc la dernière publication est là sous forme de roman, reprenant pas mal de clés donc de votre savoir. Ben voilà, Et de mon imagination. une autre voix que la mienne. Catherine Balance chez Jean-Claude Lattès. Merci. Je vous laisse la fin. À vous de me dire ce que vous voudriez me donner, mais nous donner à tous pour notre élévation. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on voit comme extraordinaire, comme magique. Il faut penser que nous sommes magiques et tout vient de nous, c'est ça? Quel est votre conseil que vous pourriez me donner pour qu'on s'élève un peu plus? Est-ce qu'on doit toujours continuer de croire en Dieu, dans une religion? Alors moi je dirais que c'est vraiment... La réponse est pour chacun à l'intérieur de lui, hein. C'est vraiment chacun qui voit et c'est vraiment en fonction de ses croyances. J'ajouterai juste, au niveau formulation, je répéterai les il faut, les je dois, nous mettre dans une situation un peu étriquée d'obligation, de devoir. Et c'est beaucoup mieux, à mon avis, de leur préférer je choisis, j'ai envie, ça me plaît. Pourquoi pas? Oui, déjà ça. Et ensuite, encore une fois, c'est une affaire de croyance personnelle. Il y a des choses sur lesquelles on a aujourd'hui des indications. Tout à l'heure, je parlais de la plasticité du cerveau. On sait aujourd'hui que si on se dit des choses, ça crée un espace plus grand dans le cerveau. Si on se les répète régulièrement, ça crée un espace dans le cerveau plus grand. Et donc, ça va commencer à devenir une réalité, quelque chose de vraiment qui va s'inscrire en soi. Vous parlez des mantras, des prières ou... Je parle du fait qu'aujourd'hui, on sait que on peut vraiment, d'une certaine manière, reformater, reprogrammer notre cerveau. Ça, on le disait il y a une vingtaine d'années, mais depuis, Clairement. la science le valide avec la plasticité du cerveau. Avec la méditation Donc, aussi. avec la méditation. Et donc aujourd'hui, par exemple, la science ne doit pas valider que ça vient de l'au-delà, ou que ça vient de ci ou de ça, ou voilà, ou qu'on est sous influence d'un esprit ou de quoi que ce soit. On sait que la tradition des esprits, c'est une tradition. On sait aujourd'hui de plus en plus que l'intuition, c'est quelque chose qui est vraiment une autre forme d'information et qu'on y a accès, chacun d'entre nous, et que ça s'entraîne en plus. Maintenant, ça c'est moi qui le dis, mais on le sait de toute façon, parce que justement, avec la plasticité, plus on va entraîner, plus on fait de la place dans le cerveau et plus il va accepter l'information plus qu'une autre. Pensez juste aux langues. Si vous apprenez l'anglais, que vous allez parler anglais et que vous vivez aux États-Unis et que vous ne parlez plus le français, l'anglais va prendre toute la place et le français, vous allez commencer à le perdre. Donc, ce que j'ai vraiment envie de dire, et ma réponse est un peu longue, mais ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est ressentez, connectez-vous à vous, parce que la source du meilleur savoir, elle est en vous. Et puis, si vous faites confiance à ça, vous allez recevoir des informations, et peu importe à la limite d'où elles viennent. Aujourd'hui, on ne peut pas dire d'où elles viennent. Jung disait qu'elles venaient de l'inconscient collectif, des animistes vont dire qu'elles viennent des esprits, des croyants vont dire qu'elles viennent de Dieu. Mais moi, j'ai envie de l'information vient de moi. La source de l'information... J'ai pas la science infuse non plus, il faut quand même que je lise des livres. À l'intérieur de moi, j'ai une possibilité d'aller capter l'information qui vient de je ne sais où, aujourd'hui, et qui donc est appelée par Dieu, différentes croyances, ce qu'on veut. Esprits. Mais moi, je pars du principe de se faire confiance pour se dire simplement que si je vais à l'intérieur de moi, sous auto-hypnose, en méditation, en étant tranquille, et si je fais confiance à ce que je reçois comme information à cet endroit-là, à l'intérieur de moi, eh bien, je vais être nourrie de toutes sortes de choses qui vont m'aider à évoluer, à grandir,
à me dépasser peut-être, et bien sûr à augmenter ma curiosité à mieux me comprendre et à mieux comprendre les autres, par les autres. découlement. Néanmoins, on n'est pas tous pareils, et je peux vous dire que je Non. m'écoute. Alors, je m'écoute parler déjà, mais je m'écoute intérieurement, hein. Ça gargouille quand j'ai faim, tout ça. Non, mais sérieusement, je m'écoute, j'écoute mes intuitions, et 1 fois sur 5, elles sont bonnes. Donc les 4 autres fois, c'est faux. Donc je me les crée moi-même dans la tête, ou il y a quelqu'un qui s'amuse à me donner des mauvaises informations, ou l'information collective n'est pas bonne, je capte mal. Ce ne sont pas des intuitions. Eh oui. Non, mais c'est possible. Eh On oui. a plein d'informations qui nous traversent. Parce qu'il y en a plein qui se croient médiums et qui disent des informations, mais c'est pas vérifiable. Et puis quand c'est vérifiable, c'est pas bon. Même si une information est bien captée par un médium, moi je crois que l'être humain a toujours le libre arbitre. On n'est pas. Oui, non, je ne crois pas à un destin. On rentre dans la prédestination, c'est autre chose. C'est ça. Mais le médium capte quoi? Il s'auto-capte? C'est ça? Non, il capte pas l'esprit de la grand-mère? Non, je pense qu'il capte. Il peut capter un esprit, mais il va capter surtout ce qui émane de l'autre personne. Oui, donc l'esprit de la grand-mère à travers le patient. Et pour ce que vous disiez de l'intuition, c'est pour ça que j'ai créé des ateliers aussi. C'est pour arriver à affiner, et que j'ai écrit mes livres, pour arriver à affiner qu'est-ce qui est de l'intuition, qu'est-ce qui est du mental, et de l'imagination. Et qui nous envoie des informations aussi rapidement que celles de l'intuition. Bien sûr. Comment faire le discernement? Alors là, ça serait un peu plus long pour en parler aujourd'hui. Vous avez un livre que vous me conseillez? La voie de l'intuition. La voie de l'intuition, c'est vraiment le livre pour commencer à faire le tri dans toutes les informations qu'on reçoit. C'est aux éditions Livres Pocket, c'est les éditions de l'Homme. Les éditions de l'Homme, Catherine Balland. L'Homme, comme on le sait, est très intuitif. La voie de l'intuition. Donc les éditions de l'Homme, c'est vraiment mon meilleur recueil, le plus complet. Je vous remercie du cadeau. Hop, c'est fait. Un autre livre, Voilà, et ça se développe, et surtout ça s'entraîne, et surtout ça demande beaucoup d'observation en fait, l'intuition. Excusez-moi, il y a ma petite femme qui fait des signes. Et justement, j'avais une question, parce que vous avez écrit plusieurs livres sur l'intuition, mais je pense plutôt que dans le livre, il s'agisse de télépathie. Alors, ça part du même endroit pour moi. Voilà. C'est le même domaine. Si on part du principe qu'on a une intelligence intuitive, émotionnelle et de l'imaginaire qui est plutôt dans le cerveau droit, alors que notre cerveau gauche est plus logique et rationnel, eh bien, de cette intuition qui se trouve là, s'il y a de la télépathie, s'il y a de la prémonition, s'il y a toute chose qui peut être captée avec un ressenti, avec le ressenti et non pas avec la logique du rationnel, c'est de la famille pour moi de l'intuition. Quand je dis qu'il y a de l'intuition dans mon livre, c'est parce que il y a, en fait, c'est vrai que je ne décris pas le processus des personnages. Les personnages sont en train de communiquer intuitivement, en fait. Et à certains moments, c'est vraiment de la télépathie. On le voit très bien et c'est expliqué à la fin. À d'autres moments, ce sont des impressions, des ressentis, des idées qui les traversent. Le travail que fait l'auteur, par exemple, avec son copain Villard, le scientifique, il faut un neurologue, oui. Non, le neurologue, excusez-moi de vous... Non, le neurologue travaille avec Maude parce qu'elle a besoin d'un soutien après son coma. L'auteur, il a un ami qui est scientifique et qui, lui, développe des idées et des exercices sur la télépathie. Ah oui, excusez-moi. Et donc, à un moment donné, il lui donne un exercice purement intuitif, l'exercice des papiers pliés, qui est un des exercices que je donne dans mes stages et qu'on retrouve dans la voie de l'intuition, par exemple. C'est-à-dire, il va vraiment lui demander de ressentir ce qu'il ressent de ressentir ce qu'il ressent, de ressentir. Il y a 4 options devant lui. Qu'est-ce qu'il ressent devant chaque option, sans savoir. On fait ça avec des papiers pliés, donc il ne sait pas quelle option est dans chaque papier. Donc on développe le ressenti. Ce que fait le guérisseur avec Maud à Bali, c'est aussi une affaire de ressenti. Alors bien sûr, ce n'est pas un cours sur l'intuition, évidemment, mais on fait appel à l'intuition dans un très grand nombre de scènes, en fait, dans le livre. Et pour moi, évidemment, quand je simplifie, mais ce n'est pas forcément juste, je suis d'accord, votre remarque est tout à fait pertinente là-dessus. Je dis c'est un livre où on fait travailler l'intuition, c'est un livre où il y a beaucoup d'intuition, mais si je simplifie vraiment, c'est un livre où il y a de la télépathie, des synchronicités, les signes qui sont souvent amenés par des informations intuitives, le fait de remarquer des signes. Il y a l'inspiration de cet auteur. Comment se fait-il qu'il ait des pans de la vie de Maud dans ses bouquins à lui? Comment il a eu accès à cette information? Est-ce que c'est juste du hasard? Et tout ça fait appel à... c'est lorsque je suis dans le ressenti, et le ressenti pour moi c'est numéro 1 de l'intuition, c'est-à-dire c'est la première façon de capter. Première base, c'est être éveillé.
Moi, j'appelle pas ça comme ça, mais, Non, mais oui, bon, c'est une façon avoir d'être réveillé à son ressenti. avoir le troisième œil ouvert, en tout cas, pour capter les Avoir choses. avoir des capteurs ouverts, en tout Vous cas, savez, oui. dans le livre, donc l'héroïne, en lisant le livre de l'auteur, deuxième personnage du livre, retrouve toute sa vie. Et donc l'auteur lui dit oui, bah, tous mes lecteurs et lectrices retrouvent ça, c'est normal. Moi, j'ai vécu ça avec ma petite femme qui a eu tellement raison d'intervenir pendant l'entretien. Avec Patrice Lecomte. Le réalisateur Patrice Lecomte, deux de ses livres, alors Les Bronzés, non, mais La fille sur le pont et Tandem, je peux vous dire que c'est moi le personnage, et c'est ma vie. J'en dis pas plus, parce qu'on ne va pas exagérer, mais Tandem, c'est ma vie. Et vous êtes allé lui dire? Et La fille sur le pont, c'est ma vie aussi, avec ma petite chérie. Et je lui ai dit, il m'a regardé en pensant que j'étais complètement frappé, ça, voilà, comme l'auteur. Hein. Comme l'auteur. Mais oui. néanmoins, ces deux films-là, Tandem et La fille sur le pont, c'est ma vie. Hein. C'est étonnant. Mais beaucoup d'auteurs, enfin les auteurs de fiction avec des histoires un peu rocambolesques parfois, disent que il leur arrive de fermer le livre et de rencontrer et de vivre une scène qui sort de leur bouquin. Enfin, vraiment, c'est là où ça devient... Bon, Intuition, inspiration. c'est là où ça devient un peu X-Files, mais moi Intuition, inspiration. Intuition, inspiration, mais comment se fait-il qu'on termine un livre et que tout d'un coup on voit une scène se dérouler sous ses yeux qui est une scène du livre, ou qu'on rencontre un de ses personnages ou quelqu'un qui ressemble à son personnage. En fait, je me suis rendu compte, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec différents auteurs, je me suis rendu compte que ça arrive, quoi, ça arrive beaucoup plus... D'ailleurs, si ça arrive, et c'est parce que ça arrivait que j'ai eu cette idée d'intrigue, en fait. Hein. C'est Bien parce sûr. que je l'ai constaté, mais j'ai des amis qui m'ont dit la même chose, j'ai rencontré des auteurs qui m'ont dit la même chose. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Et même moi, j'essaie de rester les pieds sur terre et de proposer une compréhension et un regard qui conviennent au plus grand nombre, pas par démagogie, mais plus par besoin de sécuriser, je dirais. Et par logique. Ça se retrouve dans les dernières pages. Oui, et où on tout ne va est pas expliqué. le citer. En tout cas, merci pour tout, parce que ça fait déjà un quart d'heure qu'on devait se quitter. C'est vrai. Mais c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés, Milady. Ça s'appelle Un rappel Oui. en spectacle. Oui, genre on s'en va, puis on reste. J'ai fait une autre chanson. Dites oui. Catherine Valence, une autre voix que la mienne, aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Donc, disais-je, il y a de Avec ça 20 plaisir. minutes, pour Ouais, mais d'autres avec tomes plaisir. ou pour l'un des livres qui étaient déjà édités. À très bientôt. Merci.